L'actualité nationale encore est toujours marquée par la course à la présidentielle du 25 octobre prochain. En ce 7e jour de campagne, quelle opération de séduction des électeurs de la part des candidats? Vous le saurez dans ce journal, dans la campagne à suivre dans ce 20h. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale auxquelles il a pris part au Pérou, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu des tête-à-tête avec les responsables de ces deux institutions, lesquels décideurs ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'économie ivoirienne. Et puis à l'étranger, une semaine de deuil national a débuté ce jeudi au Bénin en hommage à l'ancien président Mathieu Kérékou, décédé hier à 82 ans après avoir dirigé le pays pendant 30 ans. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale auxquelles il a pris part au Pérou, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu des tête-à-tête avec les responsables de ces deux institutions, lesquels décideurs ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'économie ivoirienne. De retour de Lima, le point de notre envoyé spécial Hugues Blé dans nos prochaines éditions. En santé, la Caisse nationale d'assurance maladie poursuit sa mission de sensibilisation sur la CMU, la couverture maladie universelle. Son premier responsable, Karim Bamba, était hier face à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Il leur a expliqué les enjeux et le processus d'accès à la CMU. Moussa Konaté. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie face à des responsables d'entreprises, membres de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, une structure composée de 200 entreprises. Karim Bamba leur explique les avantages de la couverture maladie universelle et le processus d'accès à ce projet important du gouvernement ivoirien. La couverture maladie universelle est ouverte à tous ceux qui résident dans notre pays, les nationaux comme les non-nationaux. La communauté libanaise est une communauté très forte en Côte d'Ivoire. L'appel de la solidarité leur est lancé. Nos attentes, c'est que, à travers la Chambre de commerce libanaise, c'est que l'entrepreneur libanais qui vit dans notre pays puisse accompagner le projet. Après la séance d'explication suivie d'échanges, le message semble bien perçu par les chefs d'entreprise libanais. C'est une initiative qui est noble, qui est même normale de vouloir créer la solidarité et de vouloir apporter la sécurité sociale à 97% de la population qui ne souscrit pas à une assurance privée. Donc, c'est notre rôle d'accompagner le gouvernement dans les réformes qu'il veut appliquer. Et nous sommes heureux de cet élan de solidarité que nous allons créer en sensibilisant l'ensemble des entreprises adhérentes à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. La couverture maladie universelle est un projet social mis en place par l'État ivoirien pour permettre à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler au prix unique de 1 000 francs par personne. Plusieurs sites d'enrôlement fixe sont déjà déployés dans les communes du district d'Abidjan et dans les chefs-lieux de région du pays. Un nouveau président à la tête du conseil d'administration du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Son nom, Sylvain Seri, il est producteur de musique et promoteur de spectacles. Le renforcement de la lutte contre la piraterie et l'union entre les artistes sont, entre autres, les principaux défis qui attendent le nouveau président du Burida et son conseil, Grace Kando. Yao Seri Sylvain, producteur, promoteur de spectacles, est désormais le nouveau président du conseil d'administration du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Il a été élu ce jeudi 15 octobre par les membres du dit conseil. Résultat, 9 voix contre 5 pour son adversaire Konan Kwasi Guillaume, dit Kajim. Déjà, il faut qu'il y ait une traçabilité dorénavant sur les droits que nous allons percevoir. Et puis, on va se battre pour forcément l'élargissement de l'assiette de perception. Nous allons nous approprier le combat de la lutte contre la piraterie. On veut que ce mandat soit un mandat de l'Union. Il faut qu'on fédère toutes les énergies parce qu'ensemble, on est plus fort. L'équipe sortante, dirigée par Léonard Groguet, a été félicitée pour le travail abattu en 3 années. Aussi, les nouveaux membres du Conseil ont-ils été exhortés à plus d'abnégation et de rigueur. Par le passé, il y avait eu des dérives, il y avait eu des abus qui ont amené à cette situation de restructuration qui a pris 3 années et qui est arrivée au bout, qui s'est soldée par des élections transparentes, saluées par tous. En tout cas, faire en sorte que le renouveau du Burida soit une réalité, les artistes et les créateurs puissent véritablement jouir des droits qui sont les leurs. Séance tenante,
La passation de charges entre l'ancien et le nouveau président du conseil d'administration du Buruda a eu lieu. La présidentielle aura lieu la semaine prochaine. Pour prendre part au scrutin, chaque électeur doit être muni d'une carte d'électeur délivrée dans les lieux de vote. La distribution a démarré sur l'ensemble du territoire le 7 octobre dernier pour s'achever après-demain. L'une de nos équipes a fait le tour d'Abidjan. Plusieurs bureaux de vote ont été visités. Le constat révèle que l'engouement est faible. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Une question que nous poserons ce soir à notre invité, Kone Soro, vice-président de la commission électorale indépendante. Mais avant, suivons ce récit d'Amza Diaby. Abidjan, ce jeudi, la vie suit son cours. Les populations vaquent à leurs occupations. Quelques Ivoiriens se rendent dans les bureaux de vote pour le retrait de leur carte d'électeur afin de prendre part à la présidentielle du 25 octobre prochain. J'ai participé au dernier vote en 2010, donc je n'ai pas eu à faire une nouvelle inscription. J'ai vérifié le dimanche dernier par le biais d'Internet si mon inscription y était. Et aujourd'hui, je suis venu pour le retrait pour pouvoir accomplir mon devoir de citoyen. Nous faisons de 8h à 17h, non-stop, avec un roulement de 30 minutes de pause par agent. Et jusque-là, les électeurs viennent, mais c'est un peu timide. Tout comme ici, à Cocody, le constat est le même dans la plupart des communes d'Abidjan. Que l'on soit à Adjamé, à Yopougon ou à Bingerville, la distribution des cartes peine. J'ai vu que beaucoup n'ont pas encore émargé, mais je sais qu'ils viendront retirer leurs pièces, puisque nous allons voter le 25. Peut-être que les gens attendent les derniers jours, sinon les matins ça va un peu, mais l'après-midi, il n'y a pas trop d'affluence. Bon, nous espérons que d'ici samedi, d'ici le dernier jour, les gens pourront retirer le maximum de cartes. Le manque d'engouement n'est pas le seul problème lors de cette opération de retrait des cartes. Électeurs et agents de distribution sont souvent confrontés à d'autres soucis. Ça fait 20 minutes comme ça. Pour moi, là, c'est pas encore sorti. Ils sont là fouillés d'abord. C'est ça qui est le problème d'abord. Il y a des électeurs même qui voulaient mettre la main dans les cartes pour retirer leurs cartes. D'autres aussi refusaient de signer. Ils étaient pressés. C'est eux qui sont tout le temps pressés quand ils viennent. Quand on leur dit d'attendre, ils sont énervés. L'opération de retrait des cartes d'électeurs a démarré le 7 octobre sur l'ensemble du territoire national. Elle est prévue s'achever samedi prochain, 17 octobre 2015. Kone Soro, bonsoir. Bonsoir, M. Diarasouba. Vous êtes le premier vice-président de la commission électorale indépendante CEI. Comment vous expliquez cette timidité dans le retrait des cartes d'électeurs? Vous savez, nous ne sommes pas très surpris parce que nous savons que nos compatriotes attendent toujours le dernier jour pour aller soit payer leur facture d'électricité, soit payer leur facture de SODECI ou aller se faire enrôler. C'est comme ça que nous avons constaté à la révision. Ils ont attendu le dernier jour pour venir massivement. Donc nous pensons qu'ils viendront et nous sommes presque certains que certains continuent de croire que nous allons proroger. Mais là, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de prorogation parce que c'est une date, le 17, c'est une date légale que nous ne pouvons pas dépasser. Le 17, c'est-à-dire après-demain, dans 48 heures? Après-demain, oui. D'accord. Est-ce que les cartes d'électeurs de 2010 sont valables? Pas du tout. Alors, je crois que certains de nos compatriotes continuent de croire que la carte de 2010 est valable. Non. 2010, c'est un cycle électoral qui est terminé. Nous rentrons dans un nouveau cycle électoral et les nouvelles cartes, ce sont celles qui ont été imprimées pour les élections présidentielles de 2015. C'est avec celles-là qu'ils pourront voter et s'ils ne l'ont pas, ils ne pourront pas voter. D'accord. Dernière question, Kone Soro. De quel document faut-il se prémunir pour retirer sa carte d'électeur? Alors, pour retirer sa carte d'électeur, c'est très simple. Pour ceux qui ne sont pas allés, qui étaient déjà sur la liste de 2010, il suffit d'aller avec leur carte nationale d'identité, la photocopie de leur carte nationale d'identité, un permis de conduire ou un passeport biométrique. Pour les nouveaux qui se sont fait enrôler, il suffit d'aller avec leur récépissé et la photocopie ou leur certificat de nationalité, puisque c'est le document qu'ils ont pris pour se faire enrôler. Donc, ce sont les documents qui sont exigés pour retirer sa carte. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kone Soro. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la commission électorale indépendante CEI, l'organe en charge de la présidentielle ivoirienne, en charge de l'organisation de la présidentielle.
Les hommes de Dieu et autres spirituels placent cette élection présidentielle sous la protection divine. C'est le cas des fidèles de l'église d'Ehima, vous le voyez sur ces images, qui se sont réunis il y a quelques jours lors d'une grande prière pour des élections apaisées et une paix définitive dans le pays. L'initiative est bien sûr du Conseil national d'Ehima. Il ne manque pas d'initiatives pour conquérir le suffrage des électeurs. Les candidats au fauteuil présidentiel ivoirien sont allés ce jeudi encore au contact du peuple. Un seul objectif, faire campagne. Tous les échos dans le journal de la campagne. Candidat indépendant Nyangbo Kakou, il a rencontré hier les populations d'Akradio, de Yassap, d'Orbaf et de Kpass. Nous sommes dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou. Nyangbo Kakou est allé conquérir leur voix avec ses 4 chantiers prioritaires, à savoir l'industrialisation, la revalorisation des prix des produits agricoles, la formation d'un gouvernement d'union et la création de territoires autonomes. Les précisions d'Ami Sissoko. Le peuple à Djoukrou s'est mobilisé pour accueillir le candidat indépendant Nyangbo Kakou à la présidentielle de 2015. Il a parcouru 4 villages de la région de Dabou, Akradio, Yassap, Orbaf et Kpass. Il a même été fait membre de la génération Bojo. Nyangbo Kakou a exposé aux Adjoukrou sa vision. Il entend leur apporter la prospérité, la paix et la stabilité durable. La zone de Dabou étant grande productrice de VA et de palmiers à huile, il est donc primordial pour le candidat d'asseoir une politique de transformation de ces matières premières et surtout de valoriser leur prix. Selon lui, c'est seulement à cette condition que les planteurs pourront vivre décemment du fruit de leur labeur. Souvent, les prix baissent parce que la transformation n'est pas assez effectuée dans notre pays. Par la transformation, on va écourter l'intermédiation. Donc, toute cette différence sera dans l'augmentation des prix agricoles. C'est aussi simple que ça. Mais je ne sais pas pourquoi depuis ça traîne. La réconciliation de tous les Ivoiriens. Nyangbo Kakou veut en faire son cheval de bataille. Il dit avoir la recette pour une réconciliation vraie et définitive. Si je suis élu, je ferai un gouvernement d'union nationale pour que la réconciliation en Côte d'Ivoire soit visible, pour que tous les enfants de cette Côte d'Ivoire soient unis. Si je suis élu, après 4 jours où nous allons fêter, après ces 4 jours, j'irai pour faire revenir Laurent Gbagbo. La réforme institutionnelle, la valorisation du prix des produits agricoles, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et la formation d'un gouvernement d'union. Voilà les priorités du candidat Nyangbo Kakou qui seront développées également à Anono, Riviera 2, à la prochaine étape de sa campagne. Le directeur national de campagne de Charles Konambani était ce jeudi au quartier général du candidat pour faire le point des actions sur le terrain. Il a appelé les Ivoiriens à faire le bon choix pour vivre la paix et le bonheur. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Un 7e jour de campagne calme au quartier général du candidat Charles Konambani. Avant l'assaut des villes de l'intérieur ces prochains jours, les concertations vont bon train. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné pour faire le point, pour recevoir aussi les délégations qui viennent de l'intérieur et pour entendre ce que ceux qui sont au plus profond de la Côte d'Ivoire souhaitent qu'on fasse à ce moment précis. J'ai décidé aujourd'hui de les recevoir pendant que les missions sont en train de se faire. Le directeur national de campagne, Simplice Yodé, réaffirme la vision du candidat Charles Konambani à aller à des élections apaisées en vue d'une Côte d'Ivoire renouvelée. Le candidat Bani n'a de cesse de dire qu'il faut des élections zéro mort cette année en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une fatalité des élections mal organisées en Côte d'Ivoire. Son pari à lui, c'est que cette élection de 2015 soit une élection juste, équitable, transparente, apaisée, une élection où aucun Ivoirien ne mourra. Charles Konambani annonce dans son programme de gouvernement, s'il est élu, 12 engagements en vue de l'amélioration des conditions de vie de l'Ivoirien, amélioration de l'éducation, amélioration du système sanitaire, amélioration de la sécurité,
amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, avec surtout leur autonomisation. Charles Konan Banny entend renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Des engagements sur lesquels il veut être interrogé dès la fin de son mandat en 2020. Notons que Charles Konan Banny a déjà rencontré la jeunesse, les femmes. Il s'est déjà rendu dans les villes de Yamoussoukro et de Dabou. La candidate de la Renaissance, Kwangwa Jacqueline Claire, était à San Pedro, Soubré et Grands Atri pour échanger avec les populations. Au cours des meetings qu'elle a animés, elle a présenté ses ambitions pour les localités visitées. Sidonie Davila. En 24 heures chrono, Kwangwa Jacqueline Claire a sillonné les villes de Grands Atri, Soubré et San Pedro. À chacune de ces destinations, ce sont des populations heureuses qui se sont mobilisées pour accueillir la candidate de l'UPA, Unité, Paix et Alternance. Par ces mobilisations, les habitants ont voulu démontrer leur attachement et leur admiration pour cette candidature féminine qui va faire la différence. À l'instar de certains pays comme le Libéria et l'Allemagne, les peuples de la Nawa et de San Pedro ont souhaité que Kwangwa Jacqueline Claire soit portée au sommet de l'État pour concrétiser leur rêve de vivre dans une Côte d'Ivoire paisible et développée comme elle le prévoit dans ses grands chantiers. Il se trouve que dans les classes, les élèves sont à plus de 100, 70, souvent 80 et c'est difficile que les enfants puissent assimiler. Donc nous allons construire assez d'écoles, mettre l'accent sur le matériel de travail, c'est-à-dire reconstruire des écoles, en tout cas de bonne qualité, mettre des cantines et puis même mettre un système d'énergie solaire. Et encore un autre problème, il y a un manque de logement des élèves ici. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'une jeune fille qui vient en 6e, qui n'a pas un dortoir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Du coup, la parité des femmes qu'on devait atteindre, on ne pourra pas atteindre parce qu'elle va rebousser chemin avec une grossesse et on va avoir moins de femmes encore au niveau national pour les prises de décision. Nous mettons l'accent sur les routes parce que la route précède le développement. Ça, c'est la moindre des choses. L'approche de la date fatidique du 25 octobre, jour du scrutin, semble fermement asseoir la confiance en la candidate de la Renaissance. Aujourd'hui, je sais que nous sommes favoris. Je suis très confiante. En attendant le verdict des urnes pour sa confirmation dans le fauteuil présidentiel, la candidate a décidé de célébrer sa victoire prochaine avec ses militants et sympathisants. Ces derniers, visiblement heureux, attendent beaucoup de cette victoire qui vise un idéal de gouvernance, à savoir gouverner autrement avec clair pour y voir plus clair. Dans sa course à la présidentielle, Pascal Affi-N'Guessan a tenu des meetings à Grand-Bassam, Marcory et Treichville pour porter le message du changement, refonder le système de défense et de sécurité pour la stabilité politique et économique est le deuxième des 15 engagements auxquels tient le candidat du FPI, le reportage de Gabriel Zani. Le challenger du Front populaire ivoirien n'entend pas rester dans les villes de l'intérieur du pays où il est semblé avoir pris ses quartiers depuis la première semaine de la campagne présidentielle. Ce jeudi, Pascal Affi-N'Guessan et sa délégation investissent la ville historique de Grand-Bassam avant de redescendre vers les communes de la capitale économique ivoirienne, Marcory et Treichville. Comme l'actualité du moment l'exige, avec la montée du terrorisme sur le continent, le candidat frontiste prévoit de réaménager le système de sécurité et de défense. Aujourd'hui, il y a des menaces graves à nos frontières. C'est le terrorisme. On parle de Boko Haram. Le Nigeria n'est pas loin. On parle de MNLA. Le Mali n'est pas loin. On parle des djihadistes. On ne sait pas où ils se trouvent. Il y a les autres formes de criminalité. Nous allons redéployer l'armée pour que les zones stratégiques, minières, forestières, agricoles, soient protégées. Que les barrages que nous avons soient protégés par des unités de défense. Nous allons créer 2 commandements au niveau de la marine nationale et au niveau aussi de l'aviation, de notre armée de l'air. C'est le deuxième engagement auquel tient Pascal Affi-N'Guessan, après celui de la réconciliation nationale. Reconstituer une armée forte pour Pascal Affi-N'Guessan, c'est se doter d'un outil de sécurité à la hauteur des ambitions du pays. La Côte d'Ivoire sera le gendarme de la sous-région sous son pouvoir s'il est élu par les Ivoiriens. En tant que technocrate rompu aux affaires politiques,
et aux prises de positions difficiles, le candidat du Front populaire ivoirien compte sur son expérience de leader du FPI, son charisme pour diriger l'armée ivoirienne. En cela, il conditionne la libération de la Côte d'Ivoire à son élection le 25 octobre. La candidate du RPC, Renouveau pour la paix et la concorde, a animé hier un meeting à la place de la paix d'Issia. Henriette Lagou a invité son assistance à lui accorder beaucoup de voix le 25 octobre prochain afin qu'elle puisse rassembler et réconcilier les Ivoiriens. Patricia Oumouetia. Issia marque la 4e étape de Lagou adjoint Henriette dans le cadre de sa campagne. Elle a donc animé un meeting à la place de la paix d'Issia. Mobilisation, ambiance et rencontres ont meublé cette étape de Issia. Paix, réconciliation et cohésion sociale, mais surtout un programme de campagne basé à 50% sur le social et 50% sur la réconciliation. Le défi de l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire reste aussi une préoccupation pour la candidate qui veut faire de l'école gratuite une réalité. Au niveau de la santé, elle a un projet de bâtir un centre de santé dans chaque village. Notre contribution, c'est de réconcilier les Ivoiriens, de les rassembler, afin qu'on ait une paix durable, de conduire une politique de non-violence pour que les gens espèrent encore que la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien espère encore en des lendemains meilleurs. C'est le cheminement que nous sommes en train de faire. Nous pensons que nous allons être entendus par les populations, par les fils de Côte d'Ivoire, afin qu'ensemble nous puissions adhérer à ce que nous sommes en train de construire. Il faut rapprocher l'école des populations. C'est en cela que nous avons parlé d'un village, une école. Couvrir totalement le territoire d'école. Il faut l'adhésion des populations et aussi il faut une communalisation totale de la Côte d'Ivoire. La fin de la campagne approche. Il ne reste plus que quelques jours avant l'échéance du 25 octobre 2015. La candidate du RPC met à profit ces quelques jours en sillonnant villes et contrées pour se rapprocher des militants et sympathisants. Son programme de campagne tourne autour de plusieurs axes majeurs de société. La santé, l'école, la réconciliation et la cohésion sociale. Des aspects qu'elle entend mieux développer pour apporter le changement. Hier, il était face aux électeurs sur nos antennes dans l'émission radiodiffusée. Le candidat Konan Kouadio-Siméon s'est rendu aujourd'hui dans la commune de Yopougon. KKS y est allé pour demander à la population de garder l'espoir et de prendre une part active à ce scrutin et de lui faire confiance pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus prospère. Thomas Guessambi. La simplicité et le sourire. C'est avec cette richesse reçue sans doute en partage que Konan Kouadio-Siméon va à la rencontre de Yopougon. En se rendant à Niangon, il était question pour Siméon de rester cohérent avec lui-même, homme du peuple comme il le clame. Les tresseuses et coiffeuses, les acteurs de petits commerces, les vendeuses de bananes braisées, le peuple dit petit. C'est à ce monde que Siméon est allé prêcher. Je vous prie de descendre du train de l'ermite et du repli sur soi-même, pour marcher avec moi sur le chemin de la réconciliation, du progrès et de la fraternité. Dieu qui a créé le ciel et la terre accepte les prières et je vous prie de voter pour moi, dira-t-il. Je sais combien les Ivoiriens saignent dans leur cœur. Eh bien, je suis venu leur dire qu'il y a de l'espoir. Je suis venu leur demander leur mobilisation pour le scrutin du 25 octobre. Nous pourrions faire en sorte que nos exilés rentrent tous au pays. Nous pourrions faire en sorte qu'une mesure générale soit prise en faveur de tous les prisonniers politiques. Voici le message d'espoir que je suis venu donner, car avec le changement et avec Konan Kouadio-Siméon au pouvoir, la réconciliation sera chose réussie et nous pourrons amorcer à nouveau le développement de ce pays pour le bien-être social de nos concitoyens. Sur ce chemin, Siméon marque des haltes pour écouter, mais surtout pour persuader, tel un apôtre de bonnes nouvelles avec une conviction profonde dont on aurait dit lui seul garde le secret. Pour bref qu'il fût, ce contact de Siméon avec ses frères et sœurs de Yopougon, on peut en garder son caractère enrichissant.
Après les rois et chefs traditionnels du Grand Centre et du Grand Ouest, aujourd'hui c'est au tour des rois et chefs du Grand Nord de recevoir le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Toutes les têtes couronnées l'ont assuré de leur soutien. Ricardo Zama. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel, saison 2, 7e épisode. La scène se déroule à Korogo ce jeudi 14 octobre entre 11 et 18 heures. Depuis quelques jours, Alassane Ouattara donne de la profondeur à sa campagne présidentielle en fixant les pierres angulaires à même de l'élever une fois encore vers la présidence de la République. Après ses rencontres avec les rois et chefs traditionnels du Grand Centre et du Grand Ouest, Alassane Ouattara a mis le pied dans l'Oporo ce jeudi pour la bénédiction de ceux que l'Oambol, la Bagoué et le Kyologo ont de vénérables. Ils étaient tous présents, rois, dignitaires religieux et chefs traditionnels, épaulés par les cadres des 10 régions du Grand Nord, mus par la conviction que l'élection du candidat Alassane Ouattara au premier tour repose sur leur engagement sacrificiel. Le général Ouassenan Koné a rappelé simplement le bilan du candidat du RHDP et qui justifie sa réélection éclatante et écrasante au premier tour. Ému face à la mobilisation exceptionnelle du Grand Nord, ses prières et son soutien quotidien, Alassane Ouattara n'a fait que dire merci, un merci qui appelle un autre engagement à la tête de la Côte d'Ivoire. Sans venir vous confier à nouveau ma candidature pour ce deuxième mandat. Je sais qu'avec vos prières, s'il plaît à Dieu, nous serons élus le 25 octobre au soir. Oui. Donc je suis venu vous demander de continuer vos prières, et vos bénédictions pour ma candidature, pour mon élection, mais aussi pour la paix dans notre pays. Oui, que tous ceux qui sont animés d'un esprit de perturbation trouvent la paix dans leur cœur. Oui, que Dieu les apaise pour que la Côte d'Ivoire ait une paix définitive. Le candidat indépendant, Kwadjo Konan-Bertin, était ce jeudi à Ouaragayo où il a délivré un message de paix et de réconciliation vraie aux populations de Yopo-Hué, le témoignage d'Anja Soukro. Où Kwadjo Konan-Bertin n'irait-il pas dans son ambition de faire passer son message au maximum d'Ivoiriens? Kakabe et sa délégation se sont rendus à Yopo-Hué, à 35 km de Gagnoa et à 15 km de Ouaragayo. Accueil triomphal pour celui que le canton Zébi, réunion de 7 villages, considère comme son fils. Le chef du village de Yopo-Hué, toute la notabilité et les villageois ont pris d'assaut la place publique pour témoigner soutien et affection à ce candidat dans lequel ils se reconnaissent. Pour sa part, l'honorable Kwadjo Konan-Bertin est arrivé à Yopo-Hué avec un message qu'il a qualifié de message de réconfort et d'espoir. Je suis entouré des chefs de village, des chefs de canton. Je suis venu en réalité pas pour battre campagne. Je suis venu apporter du réconfort à ces parents qui depuis bientôt 5 ans n'ont plus l'affection de leur fils. Donc je suis venu leur communiquer de l'espoir de vivre et de se sentir toujours ivoirien parce que ce sol-là, eh bien c'est leur sol, c'est leur pays. Il faut qu'ils s'impliquent dans la vie de leur pays. C'est le moins que je puisse leur dire. Pour le reste, je salue tout le monde et je les remercie surtout pour cet accueil chaleureux eh bien, qui m'est réservé. Il a loué la générosité des BT car, a-t-il dit, un peuple qui donne la terre gratuitement aux autres est un grand peuple. Il a demandé aux BT de jouer pleinement leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ayant bien perçu le message de Kakabe, les populations de Yopo-Hué ont, comme partout où il est passé, béni la candidature du député de Port-Boué pour qu'il s'installe au palais présidentiel. Voilà, c'est donc la fin de ce journal de la campagne. Prochain rendez-vous demain à 20h. Déjà, tout juste après cette édition, RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent le 3e numéro du magazine Face aux électeurs. Face à vous, ce soir, chers électeurs, à la candidate Henriette Lagou, à suivre dans maintenant quelques minutes. À l'étranger, une semaine
de deuil national a débuté ce jeudi au Bénin en hommage à l'ancien président Mathieu Kérékou, décédé hier à 82 ans après avoir dirigé le pays pendant 30 ans. Pour marquer ce triste événement, en plus du deuil national d'une semaine décrété par le gouvernement béninois, il a aussi décidé de la mise en berne de drapeaux sur l'ensemble du territoire national. Abou Sanogo. Le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin, est décédé en début d'après-midi de mercredi 14 octobre à l'âge de 82 ans. Il a régné pendant 30 ans sur le pays qu'il a dirigé d'une main de fer comme un dictateur militaro-marxiste avant d'être démocratiquement élu. Surnommé le caméléon depuis son coup d'État des années 1970, il avait quitté le pouvoir en 2006 à l'âge de 72 ans, atteint par la limite d'âge constitutionnel. Né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, le général Kérékou est l'un des hommes les plus marquants du Dahomey, ancienne colonie française devenue Bénin. Sa disparition a plongé le Bénin dans une grande tristesse. Pour marquer ce triste événement, le président Yahi Boni, qui, faut-il le rappeler, est celui qui a succédé au général Mathieu Kérékou au palais de la Marina. Dans un discours condoléances, il a décrété un deuil national d'une semaine et la mise en berne de tous les drapeaux sur l'ensemble du territoire national. Les Béninois et Béninoises ont été également invités à la prière pour le repos de l'âme du général Kérékou, qui a la plus grande longévité d'exercice du pouvoir d'État au Bénin. Mathieu Kérékou est décédé à son domicile de Cotonou. Les dates de ses funérailles n'ont pas encore été précisées. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes. Je rappelle que dans quelques minutes, RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire vous proposent le 3e numéro du magazine Face aux électeurs. Face à vous ce soir, la candidate Henriette Lagou. Merci de votre fidélité. L'information continue sur RTI Mobile.